Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Qu'est-ce que j'ai comme news dans ma petite musette? On va parler d'Elon Musk qui... il a peut-être fait une petite boulette, le père Elon. Alors on va voir, Twitter est pas content. Twitter est pas content et ils le font savoir. On va voir. On va parler aussi d'Ubisoft Plus qui arrive partout sur PlayStation notamment. On va revenir aussi évidemment sur l'affaire Silent Hill. Et oui, et je vais vous montrer parce qu'il y a de plus en plus d'infos. Il y a maintenant de plus en plus de journalistes qui publient des infos, qui ont des sources. Et une fois de plus, je vous l'avais dit. Il y a un an, je vous avais tout donné en fait. Hein? Fantastique. Mon ego vient d'en prendre un coup très sympa. Des fois je me trompe. Là, je me suis pas trompé. Et on va terminer en parlant de Square Enix, NFT, Metaverse, voilà, parce que les développeurs commencent un petit peu à faire la gueule. Et oui, les développeurs ont leur mot à dire. Il n'y a pas que le gros patron qui peut s'exprimer et qui prend le fouet et qui dit tiens, vous allez faire ça. Comme chez Ubisoft, les développeurs sont pas contents. Allez, on commence avec Elon Musk. Elon Musk qui a dévoilé des infos confidentielles. Eh oui. Alors, on va dire, mais quoi comme info confidentielle? Eh bien, un truc qui est quand même hallucinant et qui montre bien l'amateurisme complet, je trouve, des dirigeants, notamment du dirigeant actuel de chez Twitter. Les choses s'enveniment entre Elon Musk et Twitter. Alors que le milliardaire a suspendu son rachat la semaine dernière, je l'avais évoqué dans une précédente news, entre autres à cause des affirmations du réseau social concernant le nombre de faux comptes, et oui, des bots, des comptes bidons en fait. Celui-ci a voulu vérifier les dires du réseau social. Problème, il a révélé la méthode utilisée pour calculer ce chiffre, ce qui n'a pas vraiment plu à l'entreprise. Et là, vous vous dites, bon, la méthode pour calculer les bots. Ah, ça doit être un truc très compliqué. Il a quoi? Il a balancé le code, il a balancé du code, c'est ça, sur Reddit, André? Non. Un nouveau rebondissement dans l'affaire du rachat de Twitter vient encore un peu plus semer le doute quant à la conclusion de la transaction. Vendredi dernier, un premier coup de théâtre a secoué Internet. Le milliardaire annonce mettre en pause le processus, puisque, je vous l'avais dit, Twitter dit, ouais, il y a moins de 5% du volume des comptes que ce sont des faux. Donc, l'immense majeure partie, c'est des vrais comptes. Et Elon Musk, il a dit, ça me paraît léger quand même. J'attends de vérifier vos chiffres, là, mais en attendant, on met l'achat en pause. On vérifie d'abord pour voir si Twitter, c'est pas en fait parce que si la moitié des comptes, c'est des faux, bah, vous vous rendez bien compte que la boîte, en fait, elle vaut pas si cher que ce qu'il aurait pu l'acheter. Évidemment, c'est pas le même prix, du coup. Elon Musk annonce alors, toujours sur Twitter, comme à son habitude, que ses équipes ont sélectionné aléatoirement un échantillon de 100 comptes. Très bien, afin d'analyser et de comparer ses résultats à ceux de Twitter. Le milliardaire invite même ses abonnés à répéter le même processus pour voir ce qu'ils découvrent. Puis, quelques heures plus tard, l'homme d'affaires donne des nouvelles qui ne semblent pas très bonnes. En effet, il indique que les avocats de la firme l'ont appelé pour l'accuser d'avoir violé ses accords de confidentialité. Donc, le type dit... Bah, moi, je vais vérifier quand même. Je vais vérifier vite fait, Je prends 100 comptes au pif. Je regarde, j'essaie d'analyser le nombre de bots qu'il y a sur ces 100 comptes. Faire comme ça, un petit compte. Et puis, il invite les gens à faire pareil pour voir, pour vérifier aussi. Et là, les avocats Twitter disent à monsieur Elon, c'est pas bien parce que vous avez donné un secret de fabrication. En dévoilant sa méthode de calcul du nombre de faux comptes, qui est bidon, Enfin, c'est un truc, c'est basique. Le plus basique qu'on puisse trouver. Elon Musk a en effet précisé qu'il utilise le même processus que Twitter lui-même. Visiblement, cette indiscrétion n'a pas du tout plu à l'entreprise, ce qui pourrait aggraver les relations entre les deux protagonistes. La situation est déjà particulièrement instable après que les révélations concernant les plans d'Elon Musk de licencier de nombreux employés pour accroître la rentabilité de la firme. Bon, il veut plaire aux actionnaires. Je rappelle que normalement les actionnaires doivent se prononcer sur le plan de rachat. Lui, il veut optimiser les profits de la firme. Il s'adresse aux actionnaires. Il ne s'adresse pas à d'autres personnes. Bref. Donc, en fait, Twitter, comment ils font? Ils prennent 100 comptes au pif. Ils regardent le nombre de bots, ils estiment comme ça. C'est... comment dire? C'est d'un amateurisme. C'est des enfants de 12 ans. On pourrait faire la même chose, en fait. On fait ça, je sais pas... Je vais donner au pif, je sais même pas quel âge on a. En CM2, c'est un problème de maths de CM2, ça. Quand on a une plateforme où il y a des millions et des millions d'utilisateurs de par le monde, on prend pas 100 comptes au pif pour regarder. Ou alors, vous faites ça, mais 1 million de fois par semaine, par exemple. Et puis, vous faites des stats.
faites des moyennes, déviations standards, je sais pas, intervalle de confiance, tout ce que vous voulez. Vous comparez même de semaine en semaine pour voir si c'est statistiquement différent, s'il y a une évolution. Vous faites pas juste ça une fois dans l'année comme ça. C'est un peu léger, Twitter. Et du coup, le problème, c'est que, bon, allez, tentez de trouver le nombre de faux comptes qu'il y a sur Twitter. Finalement, est-ce qu'ils s'en battent pas un petit peu les steaks? Ok, mais s'ils font ça pour ça, est-ce qu'ils font pas aussi des analyses très légères sur tout le reste, finalement? Ce qui semble donner raison à l'amateurisme global que les utilisateurs dénoncent depuis très longtemps. D'autant que le milliardaire multiplie les attaques envers Twitter. Il y a quelques jours, ce dernier a également accusé la plateforme de manipuler ses utilisateurs à travers son algorithme. Suite à ces allégations, Jack Dorsey, le créateur du réseau social, a réagi en expliquant que l'algorithme a été conçu simplement pour faire gagner du temps lorsque vous les éloignez de l'application pendant un certain temps. Oui, alors en fait, il a expliqué ça, c'est-à-dire que sur Twitter, les messages que vous voyez sur votre page, en fait, c'est une sélection de Twitter, qui est donc, d'après l'ancien patron de Twitter, censé vous faire gagner du temps. C'est-à-dire que si vous éloignez pendant quelques temps de Twitter, vous revenez, ça, c'est censé sélectionner ce que vous préférez, voilà, suivant ce que vous regardez d'habitude. Donc ça analyse vos habitudes, et puis ça vous balance ce que vous préférez. C'est pas forcément ça ce que vous voulez voir. Donc, en fait, Elon Musk, il a donné, c'est juste une petite astuce. Vous allez sur votre page d'accueil, en haut à droite, vous avez une petite étoile en fait, et quand vous appuyez sur la petite étoile, vous pouvez sélectionner non pas les messages sélectionnés par Twitter, mais en fonction du temps. En fait, tout en fonction du temps, les messages les plus récents. Et c'est juste cette astuce-là qu'il a filée. C'est pas un truc secret, c'est une astuce que tout le monde peut faire, que tout le monde peut trouver, c'est dans les options. Le seul problème, c'est que par défaut, Twitter met l'autre option. Et donc, comme il vous donne quelque chose qui passe par un algorithme, et qu'on ne connaît pas l'algorithme, Elon Musk a dit, bah oui, non, mais c'est l'algorithme qui, vous fait lire des trucs. C'est pas vous qui choisissez. Question de point de vue. Moi, je suis assez d'accord, d'autant que ça vous enferme, en fait, dans un cercle infernal. C'est-à-dire que l'algorithme analyse ce que vous avez, regardé la semaine dernière. Très bien, bon. Et du coup, il va vous rebalancer plus de choses. Mais du coup, ce sont les choses que vous allez continuer à regarder. Donc, quand l'algorithme va re-analyser ce que vous avez regardé, vous allez regarder exactement la même chose, puisque c'est ce que l'algorithme vous a fourni. Vous rentrez dans un cercle, vous en sortez jamais, en fait. Et c'est ça le gros problème, c'est de ce type d'algorithme. C'est qu'une fois que vous avez, qui vous a bien cerné, ça y est, vous êtes fini, quoi. Ou alors, il faut balancer 3 pages, 10 pages à chaque fois pour essayer de regarder les autres trucs, mais c'est pas possible. Moi, j'ai switché sur les derniers messages sur Twitter, d'ailleurs, je vous conseille de faire la même chose. Ça m'a sauvegardé bien du temps. Bref. Et donc voilà, Elon Musk qui a tweeté donc ça, la team, l'équipe légale, les avocats de Twitter m'ont appelé pour me rappeler que j'ai violé la confidentialité en révélant que le bot, le check du bot avait un nombre égal à 100. C'est arrivé. C'est incroyable, mais c'est incroyable. C'est tous ceux qui font du dénombrement des stats, ils vont halluciner. C'est pas possible. C'est incroyable. Souvenons-nous quand même comment il avait réagi aussi au Twitter de l'actuel CEO, l'actuel patron donc de Twitter, monsieur Parag Agrawal, ici qui avait dit oui, mais non, mais il y a moins de 5% de comptes. Bon, maintenant, comment on sait comment il calcule, on va dire bon allez, on a quand même des gros doutes. Et regardez ce qu'il a répondu avec un petit émoticône caca. Voilà, je trouve ça très très drôle. Qu'on aime ou on n'aime pas Elon Musk, ça c'est drôle. Voilà, ça c'est très très drôle. Allez, on passe à Ubisoft. Souvenez-vous, Ubisoft avait déclaré qu'Ubisoft Plus arriverait sur Xbox plutôt, dès le 5 janvier 2022. Ça commence à dater, c'est toujours pas là. Et puis ils avaient mis une petite image du Game Pass parce qu'il y a déjà des jeux Ubisoft qui sont disponibles dans le Game Pass. Mais ils avaient annoncé donc que le Ubisoft Plus arriverait sur Xbox. Évidemment, leur annonce, c'est que c'était pas dans le Game Pass. Et ça serait un truc en plus. Vous payerez un petit abonnement en plus, en tout cas un supplément, pas le prix complet de l'Ubisoft Plus comme vous pouvez le payer sur tout seul. Non, un truc en petit plus, et donc vous auriez l'Ubisoft Plus, je bafouille décidément. En plus, ils ont fait l'annonce aujourd'hui, ça arrive aussi sur PlayStation, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ubisoft Plus arrivera sur PlayStation à l'avenir, donnant accès à plus de 100 titres, packs de contenu supplémentaires et récompenses à la plateforme. Le service d'abonnement est actuellement disponible sur PC, Stadia et Amazon Luna. Ok. Ils auraient mieux fait de faire PC, Xbox et PlayStation
et attendre un petit peu pour Stadia et Luna, parce que bon, Stadia c'est mort, Luna c'est en train de mourir. Voilà. Offrant aux joueurs des versions de premier jour des jeux classiques et des éditions premium, il sera finalement disponible sur PlayStation et Xbox. Ubisoft a également révélé qu'à partir du 24 mai, il lancera un nouvel abonnement Ubisoft Plus pour PlayStation appelé Ubisoft Plus Classique. Ubisoft Plus Classique sur PlayStation est une sélection organisée de jeux populaires, y compris Assassin's Creed Valhalla, The Division et For Honor, ainsi que des jeux classiques bien aimés comme Child of Light, Far Cry 3, Blood Dragon, Watch Dogs, Werewolf, blablabla, blablabla. Donc, il y aura effectivement Ubisoft normal et Ubisoft classique, qui sera certainement un petit peu moins cher, je pense, pour avoir donc juste des jeux classiques de chez Ubisoft, donc un petit peu moins. Vous avez ici toute la liste, là, qui a l'air assez intéressante. Bon, avec Ubisoft Plus classique, nous offrons aux joueurs PlayStation une autre façon de profiter des jeux Ubisoft sur leur console, a déclaré Chris Hurley, qui arrive décidément toujours très tôt. Vice-président senior des partenariats d'Ubisoft, ce n'est que le début, car nous mettrons finalement Ubisoft Plus à la disposition des propriétaires de PlayStation, alors que nous continuons à construire notre vision et à offrir aux joueurs plus d'options pour accéder à leurs jeux préférés, où qu'ils soient. C'est bien, c'est bien. Alors, c'est vrai que j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le Ubisoft Plus qui pourrait arriver dans le Game Pass directement. Toujours aucune nouvelle à ce sujet. Pour l'instant, la stratégie d'Ubisoft, c'est de proposer uniquement l'Ubisoft Plus en option, donc sur Xbox et sur PlayStation. Il est déjà sur PC, Stadia et Luna, on va oublier. Donc, il est disponible, on va dire, sur toutes les plateformes. Et c'est très bien. Bon, évidemment, il faut payer. Il faut payer en plus. Et peut-être que les jeux Ubisoft ne vous intéressent pas. Mais au moins, vous avez un service d'abonnement. On donne le choix aux gens et je trouve ça très bien. C'est-à-dire qu'ils peuvent acheter leurs jeux Ubisoft à l'unité, quelle que soit leur plateforme, ou ils peuvent s'abonner, s'ils ont envie, quelle que soit leur plateforme. Je trouve ça très très bien. D'autant que, eh bien, on a eu la liste, enfin, la liste des premiers jeux du PlayStation Plus, le nouveau PlayStation Plus, magnifique, qu'on attendait, tout nouveau, tout beau, qui remplacera les anciennes versions des abonnements sur PlayStation. Alors, évidemment, il y a du lourd. Le problème, c'est que il n'y a pas trop de jeux récents, il n'y aura pas de jeux AAA, c'est pas la politique de Sony, ils l'ont dit. Ça sera un service d'abonnement avec des bons jeux, plein de bons jeux, mais les nouvelles sorties, ça ne sera pas dedans. Ne vous attendez pas à des jeux super récents, mais bon, il y a quand même pas mal de trucs sympas, notamment Demon's Souls, Death Stranding, Destruction All Star, oui, Ghost of Tsushima Director's Cut, très bien, alors ça c'est très très bien, et Horizon Zero Dawn, évidemment il n'y aura pas le dernier Horizon, c'est ce que je disais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dedans? Returnal, Shadow of the Colossus, bien Until Dawn, Uncharted 4, Uncharted The Lost Legacy, et voilà, puis d'autres jeux tiers, Mortal Kombat 11, Final Fantasy 15, ça c'est moins bien ça par contre. Bref, donc voilà, une liste pas énorme, c'est pas le Game Pass, mais des jeux, des bons jeux, des sûrs, donc voilà, c'est finalement fidèle à eux-mêmes, je dirais, sur Sony. Évidemment, moi, mettant de côté l'utilisateur, je dis, allez, Sony, de temps en temps, un petit jeu récent, un petit jeu qui vient de sortir, une exclusivité dedans de temps en temps, pas tout le temps, pas tout, mais allez, pour faire plaisir aux joueurs quand même, parce qu'ils payent, il raquent quand même un maximum pour les jeux, pour avoir les exclusivités, un petit geste, allez, un petit geste, ça serait quand même très sympa. On va passer à Silent Hills, les enfants, et oui, de plus en plus de news, je l'avais annoncé ici, regardez cet article de Xboxygen. Plusieurs jeux Silent Hill seraient en développement, dont un remake par Bloober Team. Si ça vous dit quelque chose, c'est que vous êtes abonné à le site depuis très longtemps et que vous suivez toutes ces vidéos, on va y revenir. La franchise Silent Hill est sous le feu des projecteurs depuis quelques jours. Nouvel épisode, remake du cultissime Silent Hill 2, on fait le point sur les dernières rumeurs concernant l'une des licences les plus appréciées du jeu vidéo. Il y a une petite mise à jour aussi, nos confrères de VGC ajoutent également leur pierre à l'édifice. Ils confirment qu'un jeu canonique est en développement chez un développeur japonais. Concernant les histoires secondaires, l'éditeur Annapurna Interactive serait à l'œuvre. Ce week-end, histoire originale, ce week-end, généralement, le bien informé Dust Golem publié sur Twitter plusieurs screenshots. J'ai fait une news dessus, je vous ai filé les liens vers les screenshots en question. Concernant un nouveau jeu Silent Hill, je m'étais protégé en disant je ne vais pas les diffuser. Visiblement, il y a plein de monde qui les a diffusés maintenant, ça a éclaté partout, c'est un peu trop tard parce que Dust Golem, donc le mec qui avait leaké les informations, il s'était pris un petit coup de copyright sur Twitter, ce qui avait fait dire que peut-être que ces images sont vraies en fait. Et puis son compte a été même restreint pendant quelques temps sur Twitter, donc c'était un petit peu le double effet qui se coule, qui disait ces infos ont l'air légites, les mecs en face qui sont pas contents. Bon depuis évidemment, c'est l'effet Flamby en fait. C'est pas l'effet Streisand parce que la news se sait.
c'est ce que j'appelle l'effet Flamby, en fait. C'est-à-dire que vous essayez de massacrer la news très vite à coup de massue. Donc, la coup de massue, c'est le coup du copyright, voilà. On ne veut pas que tu diffuses cette information, donc, eh bien, on met un grand coup de massue dessus, un gros coup de copyright, en fait, pour pas qu'elle soit diffusée. Évidemment, imaginez dans la vraie vie, quand vous avez un Flamby devant vous, et que vous essayez de l'éclater comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, essayez chez vous si ça vous tente, hein, mais vous allez en avoir partout. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Évidemment, les images, maintenant, elles sont partout. Et du coup, bonne chance pour faire des coups de copyright partout. C'est impossible, ils vont laisser tomber. Très vite, plusieurs spéculations autour du studio en charge de jeux Fear Surface. Et c'est le nom de Bloober Team qui est régulièrement ressorti dans les échanges. Alors que le studio à l'origine de Layers of Fear, Blair Witch et plus récemment The Medium, quand même bien spécialisé dans le jeu d'horreur, pour être en effet un bon candidat qui confie la direction d'un nouvel opus, c'est finalement un remake de Silent Hill 2 qui semble être en développement dans ses bureaux. C'est Nate the Eight. C'est non quand même. Un autre insider bien informé sur la franchise qui évoque avoir entendu, à la salle de gym, certainement, des choses à ce sujet. Ou au club échangiste, ils fréquentent les deux, on ne sait pas du coup. Ce remake serait une exclusivité temporaire PlayStation et comprendrait une refonte des puzzles du jeu ainsi que de nouvelles fins. Jeff Grubb a ensuite retweeté le message en ajoutant qu'il y avait également du vent des mêmes informations au sujet de la franchise. Quand il y a un insider, un leaker qui publie des trucs, ça tient de la rumeur. Bon, quand on a trois, et trois des plus gros qu'on entend très souvent sur les jeux PlayStation, et qu'on a en plus les journalistes qui nous disent qu'ils ont le même son de cloche de la part de leur source, ça commence à faire beaucoup, effectivement. En plus du remake de Silent Hill 2, il est aussi avancé que plusieurs projets Silent Hill sont en cours de développement. Ces projets comprendraient un nouvel épisode principal ainsi que plusieurs histoires secondaires. Décidément, ils vont à fond. On n'entend plus rien pendant quelques temps. Et alors là, des jeux dans tous les sens, des histoires secondaires, des narratifs, des FSI. Bon, pourquoi pas, hein, si c'est des bons jeux. Jeff Grubb évoque le fait que, selon lui, le plus gros indicateur permet d'affirmer ces rumeurs et que les choses qu'il a vues concordent avec les annonces que Konami prévoyait de faire à l'E3 2021 avant d'annuler sa participation. Pour rappel, la franchise Silent Hill est malmenée depuis plusieurs années maintenant, avec notamment l'annulation en 2015 du reboot dirigé par Hideo Kojima. Oh, Kojima. Je suis en train de me toucher les tétons là, si vous n'avez pas vu, c'est vrai qu'on ne voit pas. Pardon. Ouais, bon, tant pis. Donc je le dis. Et Guillermo del Toro. Bon, un seul téton. Les choses semblaient moins bouger et on espère désormais que les jeux seront à la hauteur des attentes des fans. Eh oui. Et donc, mais souvenez-vous, donc ça c'est les news d'aujourd'hui, hein, mai 2022. Vidéo du 22 février 2021, les enfants. Bloober Team, qui travaillerait sur un jeu Silent Hill. Vidéo de Lusty de février 2021, je vous avais déjà tout balancé. Plusieurs jeux, franchises d'horreur existantes, voilà, ouais. Silent Hill, blablabla, 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 voilà. Square Enix. On va terminer par Square Enix. Bon, alors vous savez tout maintenant, Square Enix qui vend donc ses studios occidentaux pour 300 millions. La thune qu'ils vont récupérer, ils veulent s'acheter des nouveaux studios, mais se focaliser sur le métaverse, le NFT et, eh bien, le Web 3.0, ils ont dit. Donc ça ne surprendra personne finalement qu'on annonce que Square Enix pense à faire son propre token, sa propre monnaie, blockchain, sa propre crypto en fait. Square Enix, l'un des leaders mondiaux des jeux vidéo, prévoit d'émettre des tokens et de continuer à investir dans la transition vers le Web 3.0. Sa nouvelle stratégie commerciale inclut également une plus grande utilisation des NFT. Bon, je ne vais pas lire l'article puisqu'on sait déjà tout à peu près là-dessus. Ça reste très vague, ce sont que des projets, donc on ne sait pas encore précis, mais qui fassent leur propre crypto et leur propre token finalement, eh bien, ça n'a absolument aucune surprise. S'ils veulent maîtriser, s'ils veulent se mettre à fond là-dedans, très bien. Bon, maintenant, eh bien, il y a quelques petits développeurs qui sont pas contents, des développeurs qui travaillent chez Square Enix quand même, et puis des mecs qui travaillent sur des jeux, et qui depuis des années font des bons jeux quand même. Et là, il y a le grand patron qui dit non, on vend tout, et puis on va faire du NFT, des tokens, des trucs. Et là, les développeurs disent zut, flûte, cacaboudin, ça nous intéresse pas, nous. On avait déjà eu le coup chez Ubisoft, quand Ubisoft avait sorti Ubisoft Quartz. Les développeurs sur les forums internes avaient dit mais non, mais nous ça nous intéresse pas, on n'a pas envie de coller pour ça, on a envie de faire des bons jeux, parce que c'est ça qui nous éclate. Nous on est dans le métier pour ça. On fait des jeux vidéo, on fait pas des NFT. Bon bref. Et bien là il y en a un qui s'est exprimé ici, très connu ici, hein, puisque c'est le producteur de Final Fantasy XIV quand même, donc un des plus gros jeux qui reste dans Square Enix, ça lui rapporte plein d'argent. Eh bien c'est Monsieur Yoshipi. Bon c'est un surnom, évidemment. Yoshipi qui dit non, le métaverse, c'est caca. C'est vraiment pas bon.
Le métaverse est un gros problème de nos jours. Les entreprises investissent des milliards dans les jeux et les technologies de création de métaverse. Meta s'apprêtant à lancer 4 nouveaux casques réalité virtuelle au cours des 2 prochaines années. Meta, c'est Facebook. Je précise pour ceux qui auraient oublié. Coca-Cola veut même participer avec un nouveau Coca saveur de pixels. Je sais pas ce que c'est. On va boire des NFT. Donc rien, finalement. Bientôt, on aura de la bouffe. Comme dans Hook. On imaginera, il faudra imaginer la bouffe. Et là, il faudra imaginer le Coca. Écoutez, très bien. Mais tout le monde n'aime pas autant le métaverse. Dans une récente interview avec Weekly Bunshun, avec l'aimable autorisation de Siliconera, le réalisateur de Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, donc de son petit nom Yoshipi, semblait penser que les gens avaient l'idée d'un métaverse complètement faux et que tout cela semblait plutôt ennuyeux. Pour moi, je vois le métaverse comme un système qui remplace la réalité par un monde virtuel. Je ne pense donc pas que le métaverse ait quoi que ce soit en commun avec le divertissement. Remarquez, c'est le président de Square Enix avait dit dans sa lettre de nouvelle année, il avait dit oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui jouent pour s'amuser, pour du fun. Et voilà, lui, le fun, ça l'intéresse pas trop. A déclaré Yoshipi lorsqu'on lui a demandé si Final Fantasy XIV pouvait être considéré comme un métaverse. Dans le métaverse auquel je pense, dit-il, les gens pourront utiliser un avatar en réalité virtuelle, se promener dans Shinjuku ou faire du shopping comme dans la vraie vie. Bien que ce soit amusant, il n'y a pas de divertissement là-dedans. Qu'y a-t-il de si intéressant dans les systèmes de notre monde réel ? C'est ce que je sens, ce que je ressens. Le mot métaverse est souvent mal défini, même s'il est lancé comme des bonbons par des investisseurs technologiques milliardaires. C'est exactement mon point de vue. En plus, la plupart ne savent pas trop de quoi ils veulent, de quoi ça parle. Ils pensent que c'est un mot qui fait classe, donc ils balancent ça aux investisseurs. Bref, personne ne voit exactement, personne ne comprend pas très bien ce que c'est, mais ça fait classe. La définition de Yoshipi est une façon de regarder le métaverse, tandis qu'une autre le compare à des jeux existants comme Fortnite ou Minecraft. Ouais. Des jeux qui permettent aux gens d'entrer dans un espace virtuel pour jouer et socialiser. Bah, World of Warcraft du tout. Mais à l'époque, on parlait pas de métaverse. Tous les jeux multi, finalement, c'est la définition. Donc ça existe déjà. Pas un nouveau truc. Les espaces virtuels n'ont rien de nouveau car les MMO existants existent depuis longtemps. Merci. Mais chaque définition du métaverse s'étend à cela avec bien plus de fonctionnalités qu'il n'a jamais été possible avec un simple jeu. Fantastique. Donc voilà, ça ne lui plaît pas le métaverse et on sent que si Square Enix pousse de plus en plus à faire ça, eh bien les développeurs ils vont pas être contents et ils vont peut-être se barrer et c'est pas mal. Je trouve ça très bien que des développeurs, alors lui il est très connu, hein, il est un peu indéboulonnable donc il sent qu'il peut s'exprimer là-dessus, mais ça serait pas mal que les développeurs s'expriment de plus en plus et disent que ça ne les intéresse pas. Si ça les intéresse pas, évidemment, il peut y avoir des passionnés, peut-être qu'ils veulent faire ça, mais au sein de leur entreprise, parce qu'il y a les consommateurs d'un côté, hein, qui ont clairement fait savoir que les NFT dans les jeux vidéo, pour le moment, bah, ça les intéresse absolument pas, ils n'en veulent pas. Beaucoup de projets ont reculé, je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, mais donc ça, c'est plutôt pas mal, qu'ils s'expriment en tout cas, avant que ça se passe, mais il faudrait quand même que les développeurs aussi, alors, ils ne peuvent pas s'exprimer en public, mais au sein de leur boîte, faire comprendre que bah, ça les intéresse pas. En fait, ils veulent juste travailler sur des bons jeux. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt.